Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Aujourd'hui, je vais vous raconter le pire cauchemar de tous les parents, la disparition de Madeleine McCann, que tout le monde appelle affectueusement Maddie. Tout commence quand Jerry et Kate McCann prennent la décision de partir en vacances au Portugal au printemps de l'année 2007. Ils sont tous les deux médecins, donc l'argent, c'est pas un problème. Malgré leur métier exigeant, ils trouvent l'énergie d'organiser des vacances avec leurs 3 enfants en bas âge, Madeleine, née en 2003, et des jumeaux Sean et Amélie, nés en 2005. Le projet a été mûri en amont avec des amis. Ils ont tous réservé des appartements dans un complexe hôtelier appelé l'Ocean Club. Partent donc avec les McCann, David et Fiona Payne, leurs 2 filles et la mère de Fiona, Diane Webster, Matthew et Rachel Oldfield et leur fille, et Russell O'Brien et sa compagne Jane Tanner avec leurs 2 enfants. L'avion décolle de l'aéroport des Midlands au centre de l'Angleterre, direction l'aéroport de Faro, le 28 avril 2007. Arrivé dans cette ville portuaire tout au sud du Portugal, le petit groupe grimpe dans un bus qui les emmène vers la petite ville de Praia da Luz, où ils ont prévu de rester 8 jours. En plus des paysages, de la culture et du soleil, le Portugal, c'est aussi des pâtisseries bien grasses et du café robusta fruité. Alors quand on est fan de petit-déj, c'est impeccable. À cette période de l'année, les McCann et leurs amis ne sont pas les seuls touristes, puisque Praia da Luz est une station balnéaire, mais il n'y a pas foule non plus. C'est agréable pour se détendre. Les McCann posent leurs valises au 5A, rue du Docteur Agostinho da Silva. En fait, l'appartement est à l'angle des rues du Docteur Agostinho da Silva et du Docteur Francisco Gentil Martin. Il est au rez-de-chaussée et comprend 2 chambres, un salon, une salle à manger et une petite cuisine. Les 3 enfants du couple, Madeleine, Amélie et Sean, dorment dans la chambre côté rue du Docteur Agostinho da Silva. Dans la chambre des enfants, il y a une fenêtre qui donne sur un petit espace protégé par un mur blanc de quelques mètres, ce genre de mur que vous voyez partout dans les pays méditerranéens. Derrière ce petit mur blanc, il y a un parking pour les résidents. Le parking, il fait environ 10 mètres de large et longe l'immeuble sur toute sa longueur. Puis après ce parking, un second mur. Donc j'ai regardé sur Google Earth, comme d'habitude, et sur la photo prise par les satellites le 12 juin 2007, donc moins de 2 mois après la disparition de Maddie, on voit que ce second mur qui donne sur la rue est couvert par une haie d'arbres. La fenêtre de la chambre est quand même assez cachée de la rue du Docteur Agostinho da Silva, qui est d'ailleurs une petite rue à 2 voies où il n'y a pas trop de passage. Par contre, quand on est sur le parking des résidents, elle est bien visible. Si on entre par la fenêtre de la chambre, on tombe d'abord sur un lit, une place, vide, puis sur les 2 lits pour bébés au milieu de la pièce dans lesquels dorment les jumeaux, puis, contre le mur opposé à celui de la fenêtre, le lit occupé par la petite Maddie. Les amis des McCann sont logés dans le même immeuble. Les Oldfield sont dans l'appartement voisin, le 5B, les Tanner un appartement encore plus loin au 5D, et les Paynes sont au premier étage. Donc je vous l'ai dit, les appartements font partie d'un complexe hôtelier avec une grande piscine, un jacuzzi, un bar à tapas, donc un bar-restaurant, et 2 cours de tennis que Kate et Jerry occupent plusieurs heures par jour, parfois le matin et l'après-midi. Le complexe est situé, quand on est dans la rue Agostinho da Silva et qu'on fait face à l'appartement des McCann, le complexe est situé derrière cet immeuble. Dès le 30 avril, une routine s'installe. Les amis s'assurent de réserver pour le reste de leur séjour une table en terrasse dans le bar à tapas qui va bientôt devenir le plus célèbre du Portugal. Tous les soirs, ils s'y retrouvent donc à 20h30. Pour s'y rendre, les McCann font toujours le même trajet. Ils passent par la porte-fenêtre du salon, qui donne sur un patio, puis descendent quelques marches qui mènent à une porte à la dérobée, rue du Docteur Francisco Gentil Martin. Donc, ils ne passent pas par l'entrée principale de l'immeuble, qui est rue du Docteur Agostinho da Silva. On pourrait croire qu'en sortant de chez eux,
On pourrait croire qu'en sortant de chez eux, parce que ça a été parfois dit, on accède directement au restaurant, mais pas du tout. Il faut faire une vingtaine de mètres sur le trottoir, dans la rue, puis entrer dans le complexe par un petit portail. Déjà là, si on se retourne, l'appartement est hors de vue. La chambre des enfants encore plus, puisqu'elle donne sur l'autre rue qui est perpendiculaire. Et puis, une fois dans le complexe, le restaurant est à l'opposé de l'entrée, dans la diagonale. Il faut longer la piscine et on atteint la terrasse en 50 mètres. Donc oui, la terrasse du bar à tapas est proche de la porte arrière de l'appartement, à moins de 100 mètres. Mais il est impossible de voir si quelqu'un s'introduit dans le logement. Or, les McCann et leurs amis ont pris, avant même de poser les pieds sur le sol portugais, une décision fatale. Ils veulent profiter de soirées plus calmes, entre adultes, sans babillage, cris et couches à changer. L'Ocean Club propose bien un système de garde pour les plus jeunes enfants, où ils peuvent regarder des dessins animés, jouer ou dormir dans une pièce dédiée, mais les McCann ont décidé de ne pas perturber le rythme de leurs enfants, qu'ils couchent toujours entre 19h et 19h30. Et leurs amis choisissent eux aussi cette option. En fait, c'est une décision collective. Ce ne sont pas les McCann qui ont imposé ça aux autres parents, pas du tout. Tous semblaient avoir une bonne raison de ne pas mettre leurs enfants à la garderie nocturne. Les Anglais pensent avoir trouvé un système efficace. En début de soirée, ils couchent leurs enfants respectifs dans leurs appartements respectifs, se retrouvent au bar à tapas à 20h30 et font des rondes toutes les demi-heures pour aller vérifier que leurs enfants vont bien. Et les McCann sont les plus stricts à ce sujet. Les autres parents ont tendance à se reposer sur eux, puisque justement Jerry et Kate guettent leur montre et ne dépassent jamais les 30 minutes prévues. Le soir du jeudi 3 mai 2007, les McCann mettent donc leurs enfants au lit à 19h30. Madeleine porte un haut de pyjama rose pâle avec le dessin d'un âne qui s'endort et un bas de pyjama blanc avec plein de minuscules petites fleurs violettes et vert clair. Ça sent la fin des vacances. Les Anglais ont prévu de repartir samedi. C'est donc l'avant-dernière soirée, à profiter des tapas et de la douceur de l'air qui se rafraîchit légèrement quand la nuit tombe, juste de quoi mettre une petite laine. C'est quelque chose qu'ils ne pourront pas faire chez eux, en Angleterre, où au même moment, il fait 10 degrés. Alors les McCann veulent profiter de la soirée, mais pas trop tard. Il faut dire que la veille, ils ont un peu abusé. Ils sont revenus dans leur appartement après minuit et ils ont bu bien plus que d'ordinaire. Ils sont les premiers à s'installer à leur table habituelle peu après 20h30. Leurs amis les rejoignent et à 21h, tous ont leur boisson entre les mains et les plats sont commandés. Jerry fait sa première ronde à 21h05, soit environ 35 minutes après avoir laissé les enfants seuls. Il a l'impression que la porte de la chambre est un peu plus ouverte, mais les jumeaux dorment et Madeleine aussi. Il repart et avise dans la rue un autre Britannique qu'il a rencontré quelques jours plus tôt. L'homme marche sur le trottoir face à l'entrée du complexe hôtelier, mais sur le trottoir d'en face, donc Jerry traverse la route pour aller le saluer. Les deux compatriotes discutent quelques minutes, puis Jerry retraverse la route, rentre dans le complexe et rejoint la tablée au bar à tapas. Kate semble un peu inquiète, un peu chagrinée par les questions que Maddie lui a posées quelques heures plus tôt au sujet de la nuit précédente. Elle raconte même à ses amis que Maddie lui a dit quelque chose du genre « Où est-ce que vous étiez? Pourquoi t'es pas venu quand Sean et moi on pleurait ?» Il est 21h20 quand Kate McCann, Matthew Oldfield et Russ O'Brien se lèvent en même temps. Comme la fille de Matthew Oldfield dort dans l'appartement voisin de celui des McCann, le 5B, il propose à Kate d'aller jeter un œil à Maddie et aux jumeaux. Kate accepte et se rassoit. Matthew Oldfield entre dans l'appartement des McCann, reste au niveau de la porte entrouverte de la chambre et n'entend pas de bruit particulier. Il dira plus tard qu'il n'a pas vraiment vu les enfants. Il quitte l'appartement 5A et rejoint ses amis pour les rassurer. Tout est calme. À 22h, Kate quitte la table en direction de l'appartement 5A. Quelques minutes plus tard, les clients du restaurant la voient revenir en courant. Elle hurle « Madeleine a disparu ». Les cris continus de Kate glacent le sang de tous les témoins de la scène. Ils l'ont enlevée. Car elle ne s'est pas trompée, non, la petite Maddie a disparu. Et à cet instant, les autres n'ont pas encore vu la porte de la chambre grande ouverte
Le lit vide, la fenêtre ouverte, le rideau métallique levé et le vent s'engouffrant dans les rideaux. Tous se précipitent dans l'appartement 5A, sauf Diane Webster et Jane Tanner, au cas où Maddie apparaîtrait au bord de la piscine. Alors qu'il fouille les recoins de l'appartement, David Payne remarque que malgré les allers-retours, les jumeaux ne se réveillent pas. Ils dorment profondément. Et il ne sera pas le seul à s'en étonner. Kate, en panique, vérifie à plusieurs reprises qu'il respire. Jerry fait le tour du bâtiment. Il observe que le rideau métallique beige peut se lever de l'extérieur. Kate court sur le parking et appelle sa fille. Jerry, David, Russell et Matt forment 2 binômes et font au pas de course le tour des immeubles alentours. Mais il fait nuit. Il y a des centaines de recoins, de murs et de haies. Puis Matt, à la demande de Jerry, court à la réception de l'Ocean Club pour appeler la police. Il est 21h10 quand 2 officiers de la garde nationale républicaine arrivent de la ville de Lagos, située à 7 km de Praia da Luz. À Praia da Luz, il y a moins de 1000 habitants, donc il n'y a pas de commissariat sur place. Les militaires pensent d'abord que Madeleine a quitté l'appartement et s'est perdue. J'en profite pour vous expliquer qu'il y a 2 façons d'entrer et de sortir de l'appartement. Enfin, sans compter les fenêtres. Donc il y a la porte principale qui ferme à clé et mène à la sortie principale du bâtiment, c'est-à-dire rue du docteur Agostinho da Silva, et la porte dérobée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est plus proche du complexe hôtelier. C'est donc celle-là que Kate et Jerry empruntent pour aller au bar à tapas. Pour l'atteindre, quand on est dans le salon, il faut ouvrir la porte-fenêtre, accéder au patio, que les McCann ne fermaient pas à clé, parce qu'en fait, ils ne se ferment pas de l'extérieur. Puis, il y a une barrière pour enfants qui protège d'un petit escalier qui mène à la fameuse porte. Donc, si Maddie, 4 ans, est sortie de l'appartement, ce n'est certainement pas par là. Elle n'aurait pas refermé la porte du patio et la barrière de sécurité et la porte d'entrée derrière elle. Les militaires ne parlent pas anglais. Les premiers échanges avec les McCann sont compliqués. Entre la barrière de la langue, la détresse des parents et les officiers qui semblent minimiser la gravité de la situation, la sensation des touristes anglais est unanime. Ils sont en train de perdre de précieuses minutes. À 1h du matin, les militaires contactent finalement la police judiciaire et 1 heure plus tard, un inspecteur et un enquêteur arrivent sur les lieux. Plus la nuit avance et moins Jerry et Kate sont en état de chercher leur fille. Ils sont au bord de l'hystérie. Kate hurle et frappe les murs avec ses poings et ses pieds. Elle est dévorée par la culpabilité et répète à son mari « Je l'ai abandonné, on l'a abandonné, on aurait dû être là ». Jerry pleure, complètement retourné. Fiona Payne, pourtant infirmière anesthésiste, n'a jamais vu un tel flot d'émotions. À 2h du matin, 2 maîtres chiens et leur berger allemand se garent dans la rue du docteur Agostinho da Silva. Toute la nuit, les salariés du complexe hôtelier, les 2 militaires, les 2 policiers, les amis des McCann et des volontaires témoins du cauchemar errent dans les rues de Praia da Luz à la recherche de Maddie. Une 50aine de personnes au total. Russell O'Brien foule le sable sur toute la longueur de la plage. Il regarde sous les petites huttes et tentes de plage. Les piscines des particuliers sont vérifiées à la lampe torche. À 8h du matin, 4 chiens spécialisés dans la recherche de personnes disparues rejoignent les 2 quadrupèdes déjà présents. Mais les jours passent et aucune trace de la petite Madeleine McCann. Des prélèvements sont faits dans l'appartement 5A. On cherche de l'ADN, des empreintes, mais il y a tellement de personnes qui ont déambulé dans ces pièces, touchées au lit, aux meubles, aux murs, aux portes, à la fenêtre, aux rideaux métalliques. La scène de crime n'a pas été fixée. Les analyses ne donneront jamais rien. La gestion de la scène de crime est loin, très loin, d'être le seul reproche qui sera fait aux autorités portugaises. La relation entre les McCann et la police judiciaire est catastrophique dès le début. Il y a tellement de rebondissements qu'on pourrait en faire un bouquin. Certains auteurs anglais en ont fait des bouquins. D'ailleurs, je vous conseille Looking for Madeleine. Mais bref, je ne peux pas tout vous dire ici, c'est impossible. Le premier témoignage intéressant recueilli est celui de Jane Tanner, donc l'amie des McCann, qui assure aux enquêteurs avoir vu un homme portant une petite fille. Elle raconte avoir passé le portail de l'Ocean Club et s'être dirigée vers les appartements pour aller voir sa propre fille. C'était son tour. Il était 21h. Elle a vu Jerry sur le trottoir d'en face en train de discuter avec ce fameux compatriote anglais.
C'est en arrivant sur la rue perpendiculaire du docteur Agostina da Silva que Jane a vu un homme portant dans ses bras une petite fille avec un pyjama rose aux motifs floraux. L'homme avait entre 35 et 40 ans. Il était blanc, d'apparence méditerranéenne, avait les cheveux bruns et une petite barbe de 3 jours. Il mesurait 1,70 m environ et portait un pantalon beige et une veste foncée. Il n'avait pas l'air d'un touriste et elle a noté que la petite fille était pieds nus. Les enquêteurs se méfient du témoignage de Jane Tanner, car Jerry et son interlocuteur ne l'ont pas vue. La route n'est pourtant pas bien large. Alors, ceci dit, petite parenthèse, quand je suis en pleine conversation dans la rue avec quelqu'un, ma propre mère pourrait passer à 3 mètres que je ne me rendrais même pas compte. Donc, sachant que Jerry était assez bavard, voire assez, agaçant, parce qu'apparemment il parlait tout le temps médecine et sport, et il faisait pas forcément attention à la réceptivité de ses interlocuteurs, donc ça me paraît pas si louche que ça. 12 jours après la disparition de Madeleine, les autorités anglaises et portugaises travaillent ensemble. Enfin, ensemble. C'est pas facile, mais ils identifient un premier suspect. Un certain Robert Murat. Un homme de 34 ans à la double nationalité britannique et portugaise. Il vit avec sa mère dans une villa située à 150 mètres de l'appartement des McCann, dans la direction dans laquelle marchait l'homme vu par Jane Tanner. Robert est apprécié de tous, mais il suscite les soupçons quand il se propose pour servir de traducteur aux McCann et à la police dans l'affaire. Son investissement, c'est presque too much pour les policiers. Il leur semble qu'en aidant, Robert Murat tente surtout de leur coller au basque pour savoir où en est l'enquête. Fiona Payne, Russell O'Brien et Rachel Oldfield, donc 3 des amis des McCann, se souviennent l'avoir vu à proximité de l'appartement la nuit de la disparition de Maddie, quand tout le monde commençait à fouiller les alentours en panique. 2 autres touristes anglais et une babysitter du complexe hôtelier assurent aussi l'avoir vu. Mais le soir du meurtre, Robert Murat assure être resté chez lui avec sa mère à regarder la télé. Ils ont entendu les sirènes vers 23h, puis il allait se coucher peu après minuit. En plus, les relevés téléphoniques montrent qu'un appel a été passé du téléphone fixe de la villa des Murat à destination de la petite amie de Robert entre 23h53 et minuit 1. Et si, les Britanniques pensent l'avoir vu sur les lieux de l'enlèvement, 9 personnes qui connaissaient Murat, donc 6 salariés de l'Ocean Club et 3 policiers, assurent qu'il n'y était pas. Les autorités reçoivent le coup de téléphone anonyme d'une femme parlant couramment portugais. Elle accuse un certain Robert d'avoir enlevé Madeleine McCann. L'homme consulterait des sites pédopornographiques et des endroits assez glauques du dark web, en plus de crypter ses emails. Le 14 mai, Murat est arrêté pour être interrogé. Il est déclaré arguido, qu'on pourrait, je crois, traduire par suspect, mais en droit français, ce serait plutôt, si j'ai bien tout compris, l'équivalent de mise en examen. La police technique et scientifique fouille la villa, la piscine, ses voitures, ses ordinateurs, ses téléphones et les enregistrements vidéo, des DVD, j'imagine, à l'époque, c'était surtout ça, on gravait des DVD. Le jardin est exploré à l'aide d'un radar et des chiens pisteurs sont invités à flairer la pelouse et la maison. Mais rien. Le seul élément retrouvé lié à sa vie sexuelle, ou à celle de sa compagne d'ailleurs, est un vibromasseur, comme il y en a dans la table de nuit de millions de personnes. Malgré une pression constante et 2 perquisitions supplémentaires, les autorités n'ont rien de concret sur Robert Murat. Son statut donc de suspect est levé en juillet 2008, un peu plus d'1 an après la disparition. Il reçoit l'équivalent de 700 000 € pour réparation parce qu'il est constamment menacé et harcelé par les journalistes et les citoyens du monde entier. Le 30 juin, un magazine hebdomadaire très connu au Portugal publie un papier choc. Le journaliste explique tenir ces informations d'une, je cite, « source proche de l'enquête ». Et il a beaucoup d'infos, enfin, surtout beaucoup d'infos à charge contre les McCann. On peut y lire que le petit groupe de touristes britanniques était en fait échangiste, que le témoignage de Jane Tanner est faux et vise à protéger les McCann, que Jerry aurait changé de version sur la porte utilisée pour aller checker les enfants. Bref,
Kate n'y échappe pas puisqu'on lui reproche d'avoir couru vers le restaurant en laissant les jumeaux seuls au lieu d'utiliser son téléphone portable. Et j'avoue que ça me paraît bizarre de laisser ses enfants seuls quand tu viens de t'en faire enlever un, mais on ne réagit pas toujours bien en cas d'urgence, le cerveau humain est vite débordé. L'article parle aussi du store de la fenêtre qui s'ouvrait et se fermait avec un cordon, vous savez, on tire dessus pour ouvrir. Jerry a estimé qu'on pouvait l'ouvrir de l'extérieur, mais les enquêteurs ne sont pas d'accord. Enfin oui, on peut l'ouvrir de l'extérieur, mais en laissant des traces d'effraction. Or, ils n'en ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé d'empreinte non plus. Le bruit d'un store qu'on force aurait dû réveiller les enfants et alerter les voisins. Or, les jumeaux dormaient profondément à l'arrivée de Kate et les voisins n'ont rien entendu. Et quand Kate hurle « ils l'ont enlevé », ne serait-ce pas pour aiguiller les enquêteurs et les témoins sur cette piste du kidnapping? Quant aux circonstances de la mort de Madeleine, elles seraient de l'ordre de l'accident domestique, voire pire. Le fait que les jumeaux dormaient profondément la nuit de la disparition a intrigué tout le monde. Et si les McCann avaient donné un sédatif à leurs enfants pour être plus tranquilles? Après tout, ils étaient médecins. Maddie aurait pu faire une overdose ou le produit aurait pu déclencher, aggraver une maladie peut-être déjà présente. En plus, les policiers avaient demandé aux McCann de rester discrets et de ne pas parler aux médias alors qu'ils ont fait tout le contraire. Et puis ça serre les dents au commissariat. De l'avis général, les McCann devraient au moins être poursuivis pour négligence. Ils ont laissé leurs enfants en bas âge sans surveillance, de nuit, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, dans un pays dont ils ne parlent pas la langue. Mon Dieu, faut-il vraiment lister les dizaines de raisons pour lesquelles ils n'auraient pas dû les laisser seuls? Un mois plus tard, le 31 juillet, les autorités portugaises et anglaises se mettent visiblement d'accord puisqu'elles font venir 2 chiens, 2 adorables Springer, dans l'appartement 5A. Ils viennent de la police britannique, ils arrivent tout droit d'Angleterre, donc je suppose, même si en France on a plutôt l'habitude des Malinois et des Saint-Hubert, que les 2 chiens sont efficaces. J'en profite pour vous dire que je plaide pour qu'on arrête d'élever des Malinois, qui sont des chiens trop nerveux et, pour l'immense majorité, mal dans leurs pattes. J'ai été salariée en refuge pendant 6 ans et je vous jure qu'il y en a beaucoup trop. Les Saint-Hubert sont bien plus cool et ils sont très efficaces. Bref, la première chienne, Kila, est entraînée à identifier des traces de sang humain et le mâle, Eddie, à identifier des odeurs de cadavres. Et le problème, c'est que les deux marquent beaucoup. Ils alertent leur binôme humain derrière le canapé du salon. Eddie marque près du placard de la chambre de Kate et Jerry, près de la peluche de la petite Maddie dans le salon et devant une boîte contenant les vêtements de Kate laissés sur place. Les 2 chiens sont emmenés dans une décharge à proximité et sur la plage, mais ne marquent pas. Le 6 août, les policiers saisissent la voiture de location des McCann et la garent dans un parking souterrain avec 9 autres voitures, dont celle de Robert Murat. Kila et Eddie sont amenés sur place et ils n'hésitent pas une seconde, ils foncent vers la voiture des McCann et marquent à plusieurs endroits. Kila à l'intérieur du coffre et dans le compartiment de la porte conducteur et Eddie aussi au niveau de la porte conducteur où les clés du véhicule ont été stockées. Du coup, les policiers, pour tester probablement la fiabilité de leur chien, mettent la clé dans un seau et la recouvrent de sable, puis mettent le seau à un autre étage et là encore, le chien marque. Les McCann ont loué cette voiture 3 mois après la disparition de Maddie. Ils avaient besoin d'une voiture puisqu'ils se déplaçaient constamment, ne serait-ce que pour aller au commissariat. Et vous l'avez noté, Kila et Eddie sont éduqués à marquer les odeurs de sang et de cadavres humains. Les enquêteurs en ont donc conclu qu'il aurait pu s'agir d'un transfert. En effet, le mâle, Eddie, avait aussi marqué les vêtements de Kate et la peluche de Maddie, qu'elle emmenait partout après sa disparition. Les chiens ne sont pas fiables à 100%. Bien sûr qu'ils font des trucs fabuleux aujourd'hui, comme détecter des cancers et anticiper des crises d'épilepsie, mais je me demande dans cette affaire s'ils ont vraiment détecté du sang et une odeur de cadavre, ou bien s'ils ont simplement détecté l'odeur de Maddie, transférée par ses parents jusqu'au véhicule, loué ultérieurement. S'il y a des spécialistes parmi vous, dites-nous ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. En tout cas, il n'en faut pas plus pour que l'on accuse Jerry et Kate d'avoir tué leur fille,
et d'avoir transporté son corps dans la voiture de location, oubliant au passage qu'ils étaient traqués par la police portugaise et les paparazzis presque 24 heures sur 24. Le 6 septembre, Kate et Jerry sont officiellement considérés comme suspects. Les McCann sont néanmoins autorisés à quitter le territoire et c'est ce qu'ils font dès le 9 septembre. Ils décollent pour l'Angleterre pour aller voir leurs avocats. Le lendemain, l'inspecteur de la police judiciaire en charge du dossier signe un rapport de 9 pages dans lequel on peut lire « Madeleine est morte dans l'appartement 5A suite à un accident ». Donc les enquêteurs pensent que les McCann ont fait comme si tout allait bien dans la soirée du 3 mai pour se fournir un alibi et que leurs amis les ont couverts. Ils auraient donc mis en scène un enlèvement puis caché le corps de Madeleine pendant 1 mois avant de s'en débarrasser. Je suis la première à rappeler les chiffres sur les meurtres d'enfants. Si en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint, en France, toujours, un enfant est tué tous les 5 jours par ses parents. La plupart du temps, les enfants ont moins de 6 ans. Et si ça vous intéresse, sur Internet, il y a un rapport interministériel intitulé Mission sur les morts violentes d'enfants au sein des familles. C'est pas joyeux, c'est pas foufou, mais c'est édifiant. Mais dans cette affaire, je ne sais pas, j'ai du mal à croire qu'ils auraient pu cacher sa mort et chaque élément utilisé pour les accuser me paraît bancal. C'est visiblement l'avis des autorités britanniques et portugaises, puisque l'inspecteur en charge de l'affaire qui a signé le fameux document accusant les McCann est évincé de l'enquête. En décembre 2007, les policiers portugais demandent aux parents de Maddie et à leurs amis de participer à une reconstitution, ce qu'ils refusent. Dire qu'ils sont fâchés avec les autorités portugaises à ce moment-là est un euphémisme. En janvier 2008, le procureur annonce que la police ne dispose d'aucune preuve à charge contre les McCann. Donc leur statut de suspect est révoqué, même s'ils ne peuvent pas tout à fait être exclus de la liste des suspects, et le dossier est clos. Alors, visiblement, le système judiciaire portugais ressemble au système judiciaire français, car on a vu que dans les affaires des enfants disparus de l'Isère, les non-lieux sont nombreux et rapides. Et là, je trouve ça rapide, très rapide, trop rapide. Ça veut dire qu'au bout de 7 mois, il n'y a plus d'acte d'enquête. Alors bien sûr, ils disent que si de nouveaux éléments sont apportés, l'affaire peut être rouverte, mais comment relancer des analyses et aller interroger des témoins s'il n'y a plus de cadre légal pour le faire? La même année, donc toujours en 2008, les McCann apprennent que les serveurs du restaurant avaient innocemment noté noir sur blanc, sur le livre de réservation, que le groupe de touristes anglais voulait la table la plus proche possible de l'immeuble parce qu'ils allaient voir régulièrement leurs enfants laissés seuls dans les appartements. En 2011, sous l'impulsion de Theresa May et David Cameron, alors Premier ministre, mon Dieu, vous vous souvenez d'eux, j'ai l'impression que ça fait un siècle, une opération spéciale est lancée à Scotland Yard. Elle est appelée Operation Grange. 29 détectives 29 détectives sont chargés de réétudier le dossier et réinterroger tous les témoins, dont bien sûr les McCann, leurs amis, Robert Murat, son entourage et les salariés de l'Ocean Club. Et cette fois, d'importants moyens sont déployés. Ils analysent les données téléphoniques et retracent ainsi des milliers de téléphones qui ont borné à proximité de l'Ocean Club au moment de la disparition de Maddie. En 2013, le statut de l'opération change. C'est maintenant de nouveau une enquête ouverte et menée conjointement avec les autorités portugaises. Dans la foulée, Scotland Yard annonce que le témoignage de Jane Tanner n'est pas faux, mais qu'il n'a aucun rapport avec l'affaire. Ils ont retrouvé la trace d'un père, d'un touriste, qui a ramené sa fille en la portant dans ses bras du complexe hôtelier à cette heure-là, le 3 mai 2007. Donc d'après eux, ce n'était pas Madeleine. Par contre, les détectives de Scotland Yard prennent un autre témoignage très au sérieux. C'est celui fait à l'époque par une famille de 5 touristes irlandais, la mère, le père, leur fils, leur belle-fille et leur fille, donc tous adultes, ayant vu un homme portant un enfant la nuit de la disparition. Et les enquêteurs pensent qu'il s'agissait de Maddie. Les Irlandais ont croisé l'homme à environ 250 mètres de l'appartement des McCann, rue de la Escola Primaria.
J'ai regardé sur Google Earth et l'homme allait dans la direction opposée à celle de l'homme dans le témoignage de Jane Tanner. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde les images satellites de juin 2007, on voit que le long de cette rue, il y a un parc, mais peu adapté pour se cacher parce que c'est très sec, il n'y a quasiment pas d'herbe et seulement quelques arbres isolés. Mais en revanche, de l'autre côté de ce parc, il y a un grand parking. Et même dans la rue, il y a beaucoup de voitures qui sont garées. Ça me paraît être le coin le plus désaffecté du quartier. Quand on voit la carte, on se rend compte que c'est une rue avec probablement peu de passages de véhicules, parce qu'en fait, elle est parallèle à une grande rue qui permet de rouler tout droit jusqu'à la plage. Celle-là est sinueuse et ça rallongerait bien de 2 fois le trajet si un automobiliste la prenait. Mais une section de la rue pourrait quand même être utilisée par des piétons pour aller à la plage, notamment les touristes qui logent dans les complexes hôteliers plus au nord. Et c'est ce qui s'est passé avec la famille d'Irlandais qui rentrait d'un restaurant près de la plage et remontait vers leur appartement à proximité de celui des McCann. L'homme qu'ils croisent, lui, descendait la rue en direction de la plage. Ils peuvent le décrire en détail. La trentaine, environ 1,70 m, corpulence moyenne à fine, les cheveux bruns assez courts et un pantalon beige. La petite fille est blonde, elle est très pâle et semble profondément endormie. Elle porte un bas de pyjama clair, rose pâle ou blanc, et certaines personnes du groupe penseront se souvenir qu'elle était pieds nus. La plus âgée des femmes irlandaises s'adresse à l'homme, elle lui lance « Est-ce qu'elle est endormie ?» mais n'obtient pas de réponse. En 2015, il ne reste plus que 4 enquêteurs sur l'affaire à Scotland Yard, mais ils poursuivent leurs efforts. Ils explorent aussi la possibilité d'un acte pas si isolé que ça. Ils ont recensé une série de cambriolages dans la région. 2 des appartements visés étaient dans le même bloc que le logement des McCann, et ces 2 appartements ont été cambriolés 2 semaines seulement avant leur arrivée. Il faut dire que le fait que Jerry et Kate aient laissé la porte du patio menant au salon ouverte est assez, encourageant pour des voleurs. Ça arrive souvent que les criminels aient plusieurs spécialités. Les sociopathes sont avant tout caractérisés par l'impossibilité de cheater en société, de s'insérer dans la société, notamment en ne respectant pas les lois. Donc, un voleur pédophile aurait pu entrer pour un vol, puis enlever Maddie. Je ne sais pas si vous le saviez, de nombreux tueurs en série étaient aussi des voleurs. Ted Bundy, Israel Keyes, Marc Dutroux, Michel Fourniret, François Vérov, dit le Grêlé, Joseph DeAngelo, le Golden State Killer, Robert Durst, et j'en passe. Ça aurait aussi pu être prémédité, vu que le groupe de touristes avait leurs habitudes et que c'était noté noir sur blanc dans le livre de réservation du bar à tapas que les enfants étaient seuls le soir. Les enquêteurs anglais demandent à la police portugaise d'arrêter 3 voleurs, dont les portables ont borné près de l'appartement 5A le soir de la disparition, mais ils ont été relâchés faute de preuves. Je trouve qu'ils font de bien meilleurs suspects que Robert Murat, notamment en raison du bornage et de leur comportement criminel, mais c'est clairement insuffisant pour les accuser. Les policiers portugais qualifient cette piste d'absurde puisque rien n'a été volé dans l'appartement, rien. La tension entre les 2 pays quand il s'agit de l'affaire est palpable. Il y a une piste que je trouve assez intéressante, c'est celle d'un ou plusieurs hommes qui faisaient du porte-à-porte dans la région pour demander de l'argent pour un orphelinat qui n'existait pas. Le 20 avril 2007, l'un d'entre eux a été localisé près de l'appartement 5A. Quelques jours plus tard, le locataire de l'appartement 5A, donc juste avant que les McCann ne viennent s'y installer, tombe sur un homme qui lui réclame de l'argent sur le balcon. Le 3 mai, donc le jour de la disparition de Maddie, 2 hommes en train de demander de l'argent pour le fameux orphelinat fantôme ont été repérés dans les rues de Praia da Luz. À l'époque, il y avait 38 hommes condamnés pour agression sexuelle ou viol dans la région des Algarves, mais la réelle incidence d'agresseurs et de pédophiles était, à mon avis, largement sous-estimée. Aux États-Unis, ces données sont accessibles au grand public. Vous pouvez cliquer sur le nom de votre ville, dézoomer, zoomer sur votre rue et savoir si votre voisin est un violeur ou un pédophile. Et franchement, je suis pas contre.
Si c'était les femmes qui violaient les hommes, ça ferait longtemps qu'on serait fichés. Bref, les pédophiles, c'est triste, mais faut pas se voiler la face, il y en a beaucoup. Scotland Yard tente d'ailleurs d'identifier un homme qui s'est introduit dans des logements occupés par des Britanniques entre 2004 et 2006, dont 2 à Praia da Luz, pour agresser un total de 5 petites filles âgées de 7 à 10 ans dans leur lit. D'après les victimes, il parle anglais avec un accent étranger, il a les cheveux courts, mal coiffés, la peau bronzée et il sent mauvais. À chaque fois, il est entré sans laisser de traces d'effraction, sans rien voler non plus. Les enquêteurs pensent l'avoir identifié, un certain Montero, un ancien de l'Ocean Club viré pour vol. Son portable a borné à proximité de l'appartement 5A la nuit de la disparition. Montero est mort en 2009 dans un accident. Sa veuve dira qu'il a été innocenté de ses agressions par des tests ADN. Et d'ailleurs, il venait du Cap-Vert et avait la peau plus noire que bronzée. Ça ressemble pas au témoignage des petites victimes et des témoins qui auraient vu l'agresseur quitter ces endroits. Il y a aussi le témoignage d'une femme qui aurait vu une autre femme mettre une petite fille blonde dans une voiture la nuit de la disparition et plusieurs rumeurs comme ça, des rumeurs de trafic d'êtres humains. Mais là encore, il n'y a pas vraiment d'éléments concrets. Mais en 2020, breaking news, les procureurs allemands déclarent avoir des preuves concrètes du meurtre de Madi par un certain Christian Bruckner. Né en décembre 1976, il avait 30 ans à l'époque des faits et en a 44 en 2020. Christian Bruckner a déjà été condamné pour trafic de drogue et abus sexuels sur des enfants. Depuis 2019, il est en prison pour le viol en Algarve en 2005 d'une femme de 72 ans qu'il a attachée et battue. Avant qu'on parle des récents développements, parce que oui, il y a des décisions judiciaires qui ont été prises en fin d'année, donc il y a quelques mois, on va d'abord revenir sur les raisons qui font que c'est un suspect crédible. À l'époque de la disparition de Madi, il vivait dans son van Volkswagen en Algarve. Il aurait dit à une femme qu'il fréquentait à ce moment-là, le 2 mai 2007, « J'ai un boulot à faire à Praia da Luz demain, c'est un truc horrible mais je dois le faire et ça va changer ma vie. Tu ne me verras plus pendant quelques temps. » Il avait aussi une voiture, parce qu'il vivait dans son van, mais était quand même en Algarve depuis des années. Il était bien installé dans la région, les gens le connaissaient, etc. Et donc, il avait une voiture, une Jaguar, qu'il a vendue le lendemain de la disparition de Madi. C'est très inquiétant. Et son téléphone a borné à proximité de l'appartement 5A dans les 5 minutes autour de l'heure de la disparition de Madi. Je me méfie un tout petit peu parce qu'on a vu dans d'autres affaires que les antennes relais, il y en a pas tant que ça et ça permet pas toujours de géolocaliser de manière précise. Si on prend le cas du téléphone de Delphine Jubilard, dont j'ai parlé, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il a borné sur le relais de Cagnac-les-Mines et ça nous donne un périmètre qui comprend, le village de Cagnac-les-Mines plus un rayon de 2 kilomètres autour du village. Les enquêteurs fouillent plusieurs endroits, dans un jardin partagé en Allemagne en 2020 et en Algarve en 2023, près d'un pont que Bruckner aimait particulièrement, mais ne trouve rien. En 2024, Christian Bruckner a été jugé pour 5 agressions sexuelles commises au Portugal entre 2000 et 2017. Le 8 octobre, il est acquitté par la cour de Brunswick. 2 jours plus tard, les procureurs font appel de la décision. Dans un article du 17 octobre, le Daily Mail explique « Bruckner a été identifié comme le principal suspect dans l'enlèvement et le meurtre de Madeleine McCann en juin 2020, mais depuis, il n'a pas été poursuivi pour ça, même si les autorités allemandes insistent et disent « c'est lui ». Cependant, puisqu'il a été acquitté la semaine dernière dans le cadre d'affaires d'agression sexuelle, les procureurs sont maintenant dans une course contre la montre, puisqu'il pourrait être libéré dès septembre prochain et donc quitter le pays. Alors oui, il pourrait être libéré en septembre 2025. Oui, parce que pour le viol de cette pauvre femme qu'il a attachée, battue, etc., il a été condamné à 7 ans de prison. Je ne comprends pas cette justice. Même si 7 ans en prison, je dis pas, ça doit être long.
mais c'est un récidiviste. Ce qu'on lui donne en le libérant, c'est un permis de recommencer. Il y a bien une dernière piste dont je n'ai pas parlé, parce qu'elle n'est pas souvent abordée, hein. Il faut dire que la théorie de la culpabilité des parents est plus vendeuse et celle d'un kidnapping par un pédophile aussi. Mais puisque Maddy n'a toujours pas été retrouvée, on ne peut pas complètement l'exclure non plus. Quand on regarde les photos de la chambre, le lit inoccupé près de la fenêtre aurait pu servir de marchepied à un enfant souhaitant sortir. Elle était assez casse-cou et n'aurait eu aucune difficulté à passer par la fenêtre, qui était en plus proche du sol à l'extérieur. Est-ce qu'on peut totalement exclure la possibilité qu'elle ait voulu aller chercher ses parents ce soir-là et qu'elle se serait perdue? Je sais qu'il y a eu des fouilles, qu'on l'a cherchée, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est facile de disparaître dans la nature. Enfin, vous vous souvenez d'Émile, récemment, de Yanis Moret avant lui, de Léo Ballet, dont j'ai parlé, dans Les enfants disparus d'Isère. Mais dans ces 3 affaires-là, c'était dans la nature. Or là, on est quand même dans un village, certes un village tranquille, mais la route la plus courte pour aller à la plage, c'est 430 mètres. Et il y avait des piétons ce soir-là. Les bars et les restaurants étaient ouverts, donc elle aurait été vue. Pareil, les premiers champs cultivés sont à 500 mètres. Je me demande quand même si la campagne alentour a été fouillée. Je n'ai lu ça nulle part. Et en cherchant sur internet, je suis tombée sur des témoignages de locaux qui disent qu'à l'époque, cette théorie n'était pas considérée comme aberrante du tout dans le village. Maddie McCann allait avoir 4 ans. Elle avait les cheveux châtains, des yeux bleu-vert avec une marque, distinctive, une tache marron sur l'iris de son œil droit. Et elle avait la vie devant elle. Cette histoire a fait le tour du monde et on le voit, elle est régulièrement mentionnée dans les médias, dans les grands médias. Je pense qu'il y a plein de parents qui ont peut-être failli, à un moment donné, laisser leur enfant seul et qui se sont souvenus du sourire de Maddy et de la détresse de ses parents et qui ont finalement changé d'avis. C'est difficile de parler de cette affaire, sans condamner fermement la négligence des parents. Même si leur douleur est immense et qu'ils sont condamnés à vivre avec, c'est leur fille qui a disparu, leur fille qui n'a pas pu vivre plus longtemps que 4 petites années. Si elle a été enlevée, le premier responsable reste le coupable. Dans un monde idéal, personne ne devrait avoir à fermer sa porte à clé. Je pense qu'il va y avoir des rebondissements dans les prochains mois, si les Allemands ont des preuves. Ils vont devoir les faire valoir avant que Bruckner ne soit libéré. Et évidemment, je vais suivre l'affaire et vous en faire part dès qu'il y a du nouveau. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Disparu.